Un podcast ici. Pour papa, le réveillon n'était pas un moment de fête. C'était le moment de se souvenir, de gérer des émotions profondes et d'apprendre à faire face à la culpabilité du syndrome du survivant. On a commencé à entendre un petit bruit qu'il y avait dû y avoir un naufrage au large de la digue. Mais on ne savait pas quoi. Parce que les Américains avaient lancé un blackout total. Ce qui est très impressionnant et ce qui, moi, me marque, c'est la taille du bateau. Et on imagine l'impact que ça a pu avoir au moment de l'explosion. Cette histoire a été interdite. Les militaires américains ont interdit à tous les journalistes alliés de faire passer l'information. En 1944, le soir de Noël, l'armée américaine enregistre le naufrage le plus dramatique de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et ça se passe au large de la France, dans la Manche. En moins de 2 heures, 763 soldats perdent la vie dans le naufrage du Léopoldville, un paquebot de 153 mètres de long. Cette tragédie, elle a lieu à 9 km du port de Cherbourg en Normandie. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, pendant très longtemps, ce drame reste caché. Quasiment personne n'est au courant. Je m'appelle Benoît Martin, je suis journaliste à Issy-Cotentin à Cherbourg depuis 15 ans. Je dois l'admettre, moi aussi je suis passé à côté de cette histoire incroyable. J'avais entendu parler de ce paquebot et de son naufrage, mais j'étais loin d'imaginer l'ampleur de la tragédie et l'histoire qui a suivi jusqu'à l'inauguration d'une stèle du souvenir en mai 2025. Histoire salée, le podcast ici qui raconte la mer. Le naufrage du Léopoldville, épisode 2, de l'oubli à la reconnaissance. Nous sommes au début des années 2000. Des plongeurs français descendent à 60 mètres de profondeur au large de Cherbourg. Au fur et à mesure qu'ils progressent, le froid les saisit de plus en plus. La visibilité est quasi nulle. Il faut se tenir aux bouts qui s'enfoncent dans la pénombre, sans quoi le courant risque de les entraîner. Et puis, on la devine. Une masse sombre et inquiétante dans le faisceau des torches. On s'approche encore et l'on est saisi par le gigantisme de l'épave du Léopoldville. Depuis que la carcasse du navire a été identifiée en 1984, les plongeurs sont nombreux à s'être risqués à l'atteindre. L'un d'eux s'appelle Serge David. Sa passion, il l'a pratiquée le long des côtes de la Manche. Il a 72 ans aujourd'hui. Ce qui est très impressionnant et ce qui, moi, me marque, c'est la taille du bateau. Nous, en Manche, on est habitués à plonger sur des épaves qui ont été ferraillées pour des raisons de sécurité, les 3/4 du temps, puis aussi pour des raisons de besoin, parce qu'on avait besoin de ferraille après la guerre. Alors je vous explique. Ferrailler des épaves, ça veut dire qu'on plonge pour les découper en morceaux et les réutiliser pour de nouvelles constructions. Les scaphandriers ont beaucoup coupé, taillé, explosé les épaves, ce qui fait que des fois c'est un peu décevant. C'est pas le cas sur le Léopoldville. L'épave du Léopoldville, elle est dans son intégralité, je dirais, avec toutes ses formes, toutes ses structures. Ça c'est quand même très 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 impressionnant et très rare chez nous. Serge David est un amoureux des épaves, auquel il a consacré plusieurs ouvrages avec d'autres amateurs. Le Léopoldville, il a régulièrement plongé dessus pour le plaisir, mais aussi à des fins scientifiques dans le cadre de travaux du département de recherches archéologiques sous-marines. Il a même eu la chance d'y descendre dans un sous-marin d'observation. Ça laisse plus de temps pour contempler le géant devenu un véritable récif artificiel. Il y a des concrétions partout, il y a des algues, il y a des colonies de coquillages. L'épave devient un lieu de reproduction pour la faune et la flore dans cet endroit qui est quand même soumis au courant. Donc, on a du mal à voir la couleur de l'épave. Il faut éclairer beaucoup pour voir que les tôles sont rouillées et ainsi de suite.
Les coursives, les canons, la cheminée, au fur et à mesure que le plongeur s'avance, le Léopoldville donne à voir toute sa structure, mais aussi sa blessure mortelle, le fameux trou provoqué par la torpille meurtrière. La cassure est très impressionnante. Là, on est dans un enchevêtrement de ferraille. C'est plus qu'un trou, c'est un gouffre, quoi. C'est énorme. Et on imagine effectivement l'impact que ça a pu avoir au moment de l'explosion. Je ne suis jamais rentré à l'intérieur parce que c'est très dangereux, hein. Je veux dire, les coursives sont multiples, c'est un vrai dédale à l'intérieur. Il y en a qui l'ont fait, bien sûr, mais il y en a aussi qui y sont restés. Une épave dangereuse. Depuis la découverte de sa position exacte, la presse s'est régulièrement fait l'écho de plongées dramatiques qui se sont soldées par des noyades. Par ailleurs, ceux qui sont allés l'explorer n'ont pas toujours fait preuve du respect du site où 493 victimes du naufrage n'ont jamais été retrouvées. Des plongeurs remontent toutes sortes d'objets de l'épave. La plupart du temps, il s'agit de matériel militaire. En 2000, les familles des victimes font entendre leur colère face à ce qu'elles qualifient de profanation. Aux États-Unis, les élus d'une vingtaine d'États sont destinataires de courriers réclamant la protection de l'épave, considérée comme un tombeau sous-marin. En travaillant sur ce podcast, j'ai retrouvé quelques-unes de ces lettres. Je suis profondément attristé d'apprendre que le dernier lieu de repos de nos soldats est utilisé de la sorte. Aucun d'entre nous n'aimerait un jour se rendre dans un magasin d'antiquités et y trouver des plaques d'identification ou tout autre objet appartenant à ces hommes. C'est une insulte pour moi, pour la mémoire de mon père et des pères de tant d'autres qui ont perdu la vie cette nuit-là. Chaque cimetière militaire mérite notre plus grand respect. Que leurs ossements soient ramassés par ces vautours. Protéger ce site et laisser les morts reposer en paix. L'émotion est grande, d'autant que des photos choquantes paraissent à ce moment-là. À une époque, il y a eu des éditeurs dans la région qui ont décidé de publier des ouvrages sur l'histoire des épaves. Et bien sûr, le côté spectaculaire, parfois, l'a emporté sur la réalité, je dirais. Et il fallait vendre ces ouvrages et il fallait marquer les esprits. Et certains éditeurs se sont laissés aller à montrer des images un peu choquantes, un peu provocantes, notamment des ossements humains. Ce qui fait que ça a réveillé les consciences et ça a surtout réveillé tout un tas de réactions très, très, très virulentes de la part des vétérans américains qui, lorsqu'ils ont vu ces publications, se sont mobilisés, ont convoqué l'ambassadeur, le préfet maritime. Ils ont fait du lobbying très important pour empêcher la visite de l'épave à l'intérieur et pour, préserver cette sépulture, ce qui a permis d'éviter les pillages et les accidents parce que les gens rentraient dedans pour piller l'épave. La mobilisation des familles a payé. Relayée par les médias et les politiques américains, l'affaire traverse l'Atlantique. Le département d'État américain contacte les gouvernements anglais, belges et surtout français. Il réclame que les objets pillés soient restitués et que la France considère le Léopoldville comme un tombeau de guerre des soldats américains et le protège. Le 8 mars 2001, un décret du ministère de la Culture français déclare l'épave du SS Léopoldville bien culturel maritime pour raison historique. Toute plongée est désormais interdite à l'intérieur de l'épave et très réglementée autour du site, ce qui nécessite donc une autorisation préalable. Aujourd'hui, on ne déplore plus de pillages, mais des accidents de plongée mortels sont encore intervenus en 2017 et 2022. Et on en sait un peu plus sur la mort d'un plongeur de 49 ans hier au large de Cherbourg. Il était parti explorer une épave qui repose à près de 60 mètres de profondeur au large de la plage de Collignon. Il a été retrouvé inconscient près du fond par un autre plongeur, son binôme, un homme de 45 ans. Lui est légèrement blessé, transporté à l'hôpital de Cherbourg. 9 autres plongeurs étaient sur place. Ils n'ont rien, mais une cellule psychologique a été ouverte. Les infos sont à retrouver sur francebleu.fr. Il aura fallu du temps et insister pour obtenir la protection de l'épave du Léopoldville. Mais les familles des victimes étaient préparées, car elles ont aussi dû batailler pour sortir la tragédie de l'oubli dans lequel la marine aurait aimé noyer cette histoire.
Aujourd'hui, cela peut paraître inimaginable, mais rendez-vous compte, à l'époque, le naufrage est passé quasiment sous les radars. Il est temps de retrouver Jean Pivin, notre cher bourgeois, adolescent en 1944. J'habitais dans un quartier où il y avait beaucoup de gens, de remorqueurs et des choses comme ça. Donc, dans la période qui a suivi entre le naufrage du Léopoldville et la fin du mois de décembre, on a commencé à entendre un petit bruit, mais ça venait certainement des remorqueurs dans le quartier, qu'il y avait dû y avoir un naufrage au large de la digue. Mais on ne savait pas quoi. Parce que les Américains avaient lancé un blackout total, donc c'est un petit bruit qui a couru, et puis ça a été terminé. Et comme on avait d'autres pensées dans cette période-là, on a dit, il y a un naufrage, et puis c'est tout. Et pourtant, c'est plus d'1 millier de rescapés qui, dans cette nuit de Noël 44, sont débarqués à Cherbourg par les différents bateaux venus leur porter secours. Mais tout cela se passe en zone militaire, loin des regards indiscrets. On distribue des couvertures, des boissons chaudes. Les blessés sont admis à l'hôpital maritime de Cherbourg, qui abrite alors un hôpital américain. Les autres, indemnes, ne tarderont pas à reprendre leur route vers les Ardennes. En fait, tout est fait pour étouffer l'affaire. À Cherbourg, il y a un homme qui connaît bien cette histoire, car il œuvre justement pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Il s'appelle Frédéric Laverne. C'est le président de l'association Mémoire et Database qui a tout fait ces dernières années pour que soient honorées les victimes du Léopoldville. Quand je le rencontre, nous sommes sur le port de Cherbourg, un lieu désormais symbolique. Cette histoire a été interdite. En fait, les militaires américains ont interdit à tous les journalistes alliés de faire passer l'information. Ils ont dû utiliser des moyens cachés pour pouvoir faire connaître à certaines familles qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi leur enfant ne donne plus de nouvelles. À partir de la mi-janvier 1945, un peu partout aux États-Unis, des épouses et des mères de soldats reçoivent des télégrammes des autorités militaires. Les informations sont floues. On peut y lire que tel ou tel soldat est porté disparu au combat depuis le 25 décembre dans la zone européenne. Parfois, la destruction d'un bateau est aussi évoquée, sans préciser ni la zone exacte, ni l'ampleur du désastre. Ces annonces plongent les familles dans l'angoisse et le doute sur la survie ou non de leurs proches. Certains refusent la possibilité de la mort de leur fils ou de leur mari. C'est le cas de Louise Cacace. Elle écrit presque tous les jours des courriers à son fils avec l'intention de lui envoyer quand il sera retrouvé. Le 6 février 1945. Mon fils chéri, il fallait que je t'écrive pour te dire que je prie Dieu jour et nuit pour qu'il te retrouve. Et j'espère que je n'aurai pas à attendre longtemps, parce que je pense à toi jour et nuit, et je pleure à chaque fois. Ton frère, Vin, m'écrit sans cesse pour me demander pourquoi tu ne réponds pas à ses lettres. Je lui réponds que tu es trop occupé. Tu as tout manqué. Les fiançailles de ton frère, son mariage, et maintenant, la nouvelle que tu es devenu un oncle. Confrontée finalement à la mort de son fils, Louise Cacace n'a jamais pu envoyer ses lettres. Si l'armée joue la grande muette, c'est notamment pour éviter que la nouvelle de lourdes pertes ne pèse sur le moral des troupes en temps de guerre, et pour empêcher l'ennemi de se servir de ce succès à des fins de propagande. Sauf que les Allemands avaient déjà communiqué la nouvelle du naufrage à l'agence AP. Et le 15 janvier, le Times Herald, un journal de Washington, s'en fait l'écho. Cet article force l'armée à reconnaître pour la première fois, 10 jours plus tard, le naufrage d'un navire de transport de troupes quelque part dans les eaux européennes. Le silence autour du drame continue de s'imposer après la fin du conflit. En novembre 1945, une chronique rédigée par un rescapé du naufrage est déprogrammée de l'émission de radio Weird People à New York au dernier moment, sans explication. Finalement, c'est 15 ans plus tard, à la fin des années 50, que les premiers documents officiels sont rendus accessibles. C'est à partir de ce moment-là que les familles commencent à mieux comprendre ce qui est arrivé aux soldats à bord du Léopoldville.
En 1968, avec la création de la Panther Veterans Organization, l'association des anciens combattants de la 66e division, débute le combat pour la mémoire des victimes du naufrage, avec l'ambition de faire ériger un monument au cimetière militaire national d'Arlington, en Virginie. Mais c'est un échec, tout comme la tentative d'obtenir la création d'un timbre postal américain dédié à la tragédie. Cette volonté de faire comme si rien ne s'était passé, elle ne choque pas seulement les proches américains des soldats disparus. En France aussi, à Cherbourg, l'absence de commémoration à l'occasion des anniversaires du débarquement a toujours mis Jean Pivin mal à l'aise. Quand on a su qu'il y avait eu ce naufrage, et qu'on voyait les Américains qui célébraient à chaque anniversaire à Omaha Beach, à Utah Beach et tout ça, qu'on ne parlait pas du tout de Léopoldville, personnellement ça me choquait. Je ne comprenais pas qu'on ne rende pas hommage à ces gens-là, parce que venaient à Cherbourg beaucoup de navires américains. À cette époque, il y a beaucoup qui sont venus des porte-avions et des choses comme ça. Le Missouri est venu de ça. On n'a jamais entendu parler qu'il avait lancé une gerbe sur ce cimetière marin qui était là quand même. J'ai jamais compris que les Américains aient caché cette chose-là. Mais alors, pourquoi ne faut-il absolument pas commémorer le naufrage du Léopoldville ? Pourquoi cette affaire est-elle restée taboue durant plusieurs décennies ? Vous allez voir que c'est avant tout parce qu'il y a eu plusieurs manquements et des erreurs humaines que les autorités militaires ont longtemps voulu cacher. Ce n'est qu'à l'approche de l'an 2000 que plusieurs rapports et documents de la commission d'enquête sont rendus publics, notamment par l'amirauté britannique. Je vous rappelle que la flottille à laquelle appartenait le Léopoldville était sous commandement anglais. Ce qu'on découvre est accablant à plus d'un titre. C'est une liste d'erreurs qui ont contribué à alourdir le bilan. Il y a d'abord l'absence de registre précisant le nombre et l'identité des soldats embarqués à bord. Les soldats n'ont pas été formés pour mettre les canots de sauvetage à l'eau. Le comportement de l'équipage du Léopoldville est pointé du doigt. Beaucoup accusent les marins de n'avoir cherché qu'à sauver leur peau et d'avoir abandonné le navire sans se préoccuper des soldats. Le capitaine Limbor, à la tête du bateau, est disparu dans la catastrophe et lui aussi en faute. Il tarde à donner l'ordre d'abandon du paquebot qui intervient 1h30 après l'explosion de la torpille. Plusieurs survivants estiment qu'avertis plus tôt, les soldats auraient pu mieux organiser l'évacuation et que de nombreuses vies auraient été épargnées. La tentation est grande de charger l'équipage du Léopoldville et ses officiers. Mais à bord du Brilliant, le commandant Pringle, qui avait autorité militaire sur le convoi, a aussi sa part de responsabilité. Sa décision de faire jeter l'ancre du transporteur en perdition pour éviter qu'il ne dérive et n'entre dans un champ de mines précipite la catastrophe. Ce choix empêche dès lors toute tentative de remorquer le paquebot vers Cherbourg. Il lui est aussi reproché d'avoir tenté de poursuivre le sous-marin allemand plutôt que de mobiliser toutes les embarcations en soutien au Léopoldville. Enfin, des questions se posent sur les canaux utilisés pour appeler les secours et communiquer efficacement avec le port de Cherbourg. Dès 1946, alors que le New York Times et l'agence de presse Reuters demandent des informations concernant la catastrophe, les autorités militaires anglaises s'opposent à cette requête et préviennent leurs services. L'histoire du Léopoldville ne nous honore pas. Publier quoi que ce soit sur le sujet en Amérique ne ferait que raviver une controverse qu'il vaudrait mieux laisser mourir. Pendant 50 ans, les familles des victimes ont dû apprendre à vivre sans connaître toute la vérité. Quant aux survivants du naufrage, ils n'ont plus jamais été tout à fait les mêmes. Le sergent-chef Frank S. Bertino a survécu à cette nuit terrible. Le 24 décembre 1944, il était à bord du Cheshire, l'autre paquebot qui suivait le Léopoldville. Il a assisté impuissant à ce désastre. En 2025, sa fille, Lénore Angelo Bertino, vient à Cherbourg et témoigne du traumatisme de son père. Des propos captés alors au micro de Ici Cotentin.
N'importe quel enfant vous dira que la veille de Noël est le plus beau jour de l'année. Alors que je me remémore avec tendresse ces délicieux souvenirs de vacances, je ne peux m'empêcher de me souvenir de l'expression d'angoisse et de désespoir qui se lisait sur le visage de mon père. Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai appris et compris les raisons de la tristesse de mon père aux fêtes de fin d'année. Pour papa, le réveillon n'était pas un moment de fête. C'était le moment de se souvenir, de gérer des émotions profondes et d'apprendre à faire face à la culpabilité du syndrome du survivant. Je parle bien sûr du naufrage du SS Léopoldville le 24 décembre 1944. Par chance, mon père n'était pas sur ce bateau. J'ai fini par comprendre la gravité de sa situation et pourquoi ses sentiments au moment des fêtes étaient si moroses. Finalement, il faut attendre 1996 pour que l'Amérique accepte enfin de regarder ce drame en face et rende hommage aux 763 victimes. Le premier à le faire, c'est Gary Ackerman, membre du Congrès de New York, lors d'une prise de parole le 20 mars 1996 devant la Chambre des représentants. La partie la plus troublante et la plus tragique de cette histoire est l'ignorance générale des faits par le public américain. J'aimerais rappeler à mes collègues que ces faits devraient occuper une place spéciale dans chaque État. Et l'élu est entendu. Après 50 ans de silence, l'heure est enfin à la reconnaissance des sacrifices. Le 7 novembre 1997, un monument pour la catastrophe du Léopoldville est inauguré au cœur du Musée national de l'infanterie à Fort Benning, en Géorgie. Là, on se trouve face à la Cité de la Mer, entre la Cité de la Mer et le port. Vous vous souvenez, je vous ai dit que lorsque j'ai rencontré Frédéric Laverne, le président de l'association Mémoire et Database, nous étions sur le port de Cherbourg. Eh bien, c'est parce que depuis le 6 mai 2025, on y trouve le monument français en hommage aux victimes du Léopoldville. Donc, entre deux drapeaux, donc américains et français, on a une pierre verticale et deux plaques. Un texte qui est traduit français-anglais et une autre plaque où on retrouve le dessin et le logo de la 66e division d'infanterie. Notre projet était la finalité de créer un monument en l'honneur de ces petits gars qui sont décédés dans le bateau et rendre hommage aussi à ces soldats qui ont continué malgré tout leur avancée pour la liberté. Voilà plusieurs années que Frédéric et les bénévoles de l'association avaient le souhait d'installer une stèle du souvenir. Parce qu'ici en France, et même à Cherbourg, trop peu de gens connaissent cette histoire. Longtemps, le projet est resté dans les cartons. Et puis en 2024, Emmanuel Macron vient assister aux cérémonies organisées à Cherbourg pour le 80e anniversaire du débarquement. L'un des invités ce jour-là va accélérer le mouvement. Les responsables de la mairie vont rencontrer le vétéran de la 66e division d'infanterie, M. Rettmeyer, qui arrive et qui demande « Où est mon monument ?» Donc il a cherché son monument et tous se sont posé la question où était le monument. En fait, le monument était encore dans les caisses, dans les cartons, était en projet. Et c'est ce qui a en fait déclenché la super relation que l'on a eue avec la mairie, l'aide pour rechercher des dons et la subvention qu'on a eue de la mairie. En fait, c'est ce monsieur-là, le vétéran, qui est un élément déclencheur. Frédéric, je vais vous faire écouter un reportage. Il a été diffusé le 6 mai dernier, une date qui doit vous dire quelque chose. Le vent dans les drapeaux et le son de la cornemuse viennent briser un silence de recueillement. 763 vies brisées dans l'obscurité de ce soir de Noël 1944. Ils étaient de jeunes soldats envoyés en renfort pour le front des Ardennes.
à l'image de ce première classe, Byron Ibab Jr., originaire du Kansas, qui avait fait un voyage à New York avec sa femme Louise quelques semaines avant d'embarquer. Ils ont ri, ils ont rêvé, ils ont même décidé de fonder une famille. Le colonel Gabriel Chinchilla, représentant de l'ambassade des États-Unis en France. Mes parents n'est jamais arrivé sur le front. Sa vie s'est arrêtée dans ces eaux glacées, loin de chez lui. Ce reportage de Pierre Coquelin, un de mes collègues à Issy-Cotentin, il rend compte de l'inauguration officielle de la stèle du Léopoldville, le 6 mai 2025. Un moment très fort pour Frédéric Laverne. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est des gamins qui avaient 16-17 ans pour les plus jeunes. Certains avaient 20-21 ans, étaient pilotes de forteresse. Ils sont morts au large de Cherbourg. C'est la photo de mes gamins. Et c'est ça qui est compliqué des fois. J'ai toujours eu l'habitude de me mets à la place des familles qui ont perdu un fils, un père, un oncle. Et je me dis que on ne va pas les oublier. En fait, c'est le but premier, c'est tout faire en sorte pour ne pas oublier le don de leur vie. Et surtout une émotion parce que on a été jusqu'au bout. Ce travail, il y en a une qu'il a particulièrement apprécié. Lénore Angelo Bertino, la fille du soldat Frank S. Bertino à bord du Cheshire. Je vous disais qu'elle était venue à Cherbourg en 2025. Eh bien, c'était à l'occasion de l'inauguration de la stèle. Parce qu'aujourd'hui, après son père, c'est elle la présidente de l'association des anciens combattants Panthère. Depuis qu'elle a accompagné son père en 2001 à une réunion des anciens de la 66e division, elle s'engage pour que leur mémoire soit honorée. Partout où ils ont combattu, partout où ils l'ont payé de leur vie. J'ai été bouleversée en rencontrant ces incroyables anciens combattants et leurs familles. Leurs récits m'ont inspirée et m'ont fait prendre conscience du sacrifice qu'ils avaient tous consenti. Le courage, la bravoure et la valeur étaient inscrits dans leur ADN. Lorsque le moment est venu de faire mon devoir, j'ai regardé les hommes âgés qui avaient protégé nos côtes et s'étaient battus pour la liberté, comme une source d'inspiration pour apporter ma contribution à la préservation de leurs souvenirs, en continuant l'association des anciens combattants Panthère. C'est la raison pour laquelle je suis ici et c'est la raison pour laquelle j'ai persisté. Pour honorer ces grands hommes qui ont combattu si courageusement en terre étrangère, c'est grâce à eux que nous sommes ici aujourd'hui et que nous jouissons des libertés que nous considérons comme acquises. Aujourd'hui, les derniers survivants ne sont plus. Au large de Cherbourg, le Léopoldville gît paisiblement par 60 mètres de profondeur. On ne le voit pas. Mais grâce à la persévérance des familles et des associations, malgré l'envie de certains que cet événement de la Seconde Guerre mondiale tombe dans l'oubli, il y a désormais une trace pour l'histoire. Si vous passez par Cherbourg, faites donc un détour sur le port. Vous y trouverez la stèle, hommage aux victimes du naufrage le plus tragique de la Seconde Guerre mondiale en Europe, pour que personne ne les oublie. Vous venez d'écouter Histoire salée, un podcast ici, imaginé à Issy-Cotentin. Prise de son et mixage, Carl Turgis. Production Camille Bichler, studio de création ici. Pour écouter d'autres épisodes, il suffit de vous abonner à Histoire salée. On est disponible notamment sur l'application ici et la plateforme Radio France. À bientôt.